Incendie, un feu déclaré dans l'après-midi a déjà parcouru 1700 hectares dans le Var, les flammes progressent à une vitesse très importante, selon le préfet, France Info. Incendie, un feu déclaré dans l'après-midi a déjà parcouru 1700 hectares dans le Var, les flammes progressent à une vitesse très importante, selon le préfet publié le 21/07/2026 7h37 mis à jour le 22/07/2026 minuit 15 un avion Dash de la sécurité civile largue du liquide retardant sur une forêt calcinée à proximité de Tarado au Var, le 20 juillet 2026. Thibaut Moritz AFP au total, 120 personnes, 60 engins et 3 moyens aériens ont été mobilisés pour combattre ce feu de bâtiment survenu près de l'aéroport de Mérignac. Marc Vermeulen, directeur du SDIS 33, assure que le feu est maintenant fixé. Ce qu'il faut savoir, ce direct est maintenant terminé. Un feu rapidement devenu incontrôlable. L'incendie du Grand Bessillon qui s'est déclaré mardi 21 juillet à la mi-journée sur la commune de Pontevedra, a parcouru 1700 hectares et progresse à une vitesse très importante, selon le dernier bilan de la préfecture. Pour l'heure, 400 personnes ont déjà été évacuées. Il s'agit du plus gros feu en Provence depuis le début de l'été. Le feu est en train de descendre de la montagne du Gros Bessillon à une vitesse très importante, qui n'était pas tout à fait anticipable, vu les conditions climatiques et la baisse du vent, a expliqué le préfet du Var Simon Babre. Les 3 communes de Cotignac, Montfort-sur-Argent et Coran sont menacées par les flammes. 8 Canadair sont mobilisés, ainsi que 2 avions Dash. 2 pompiers meurent dans un incendie en Gironde. Les 2 pompiers morts en luttant contre un incendie désormais fixé qui s'est déclaré près de l'aéroport de Bordeaux en début d'après-midi, se trouvaient à bord d'un camion d'intervention qui s'est retrouvé piégé par les flammes, a déclaré devant la presse Marc Vermeulen, directeur du SDIS de Gironde. Au total, 120 personnes, 60 engins et 3 moyens aériens ont été mobilisés pour combattre les flammes. Un incendie dans les Hautes-Alpes. Un incendie s'est déclaré dans le secteur du Bois Noir, sur les communes de l'Argentière-l'Abbessé et de Fressinière, a annoncé lundi après-midi la préfecture. À la mi-journée, selon les sapeurs-pompiers, le feu avait parcouru 130 hectares dans une zone de montagne très escarpée et continue de progresser. D'importants moyens sont mobilisés. Jamais, en 20 ans de mesures, une telle surface n'avait brûlé en France à ce stade de l'année. Selon les données satellitaires du système européen EFI divulguées mardi, plus de 42 000 hectares ont brûlé en France entre janvier et mi-juillet, dépassant le précédent record de 2022. Contrairement à 2022, des feux de forêt massifs ont également été enregistrés par EFI en février 2026, traditionnellement une période d'écobuage et de feux allumés volontairement par les pompiers pour nettoyer les forêts. La vigilance des autorités est extrême. Météo France a placé 5 départements, mardi, en risque très élevé de feux de forêt, soit le niveau maximal. Il s'agit de l'Aude, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. 30 autres départements sont en risque élevé. Dans le même temps, 6 départements restent placés en vigilance orange canicule, l'Hérault, le Var, la Haute-Corse, la Corse du Sud, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Elle sera levée dans ces 2 derniers départements à 22 h mardi. Masqué passé le live le point sur l'actu il y a 0 secondes, voici un dernier point sur l'actualité à minuit, avant le retour du live à 6 h, agriculture avec un vote favorable du Sénat, le Parlement adopte définitivement la loi d'urgence agricole, y compris son volet sur les pesticides controversés. Monique Barbu, ministre de la Transition écologique en désaccord avec le texte, doit présenter sa démission avant le Conseil de ministres qui a lieu à 10 h. Cédric Jubillard a réitéré le 15 juillet les aveux formulés auprès de ses avocats et reconnu avoir étranglé son épouse, Delphine Ossaguel. De son côté, la présidente de la Cour d'assises de la Haute-Garonne a décidé de renvoyer le procès en appel au premier semestre 2027. Narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a dénoncé un acte d'intimidation et promis toute la lumière concernant les menaces du groupe criminel des aides-mafias envers le maire LR d'Alès, Christophe Rivanc, obligeant l'édile à être exfiltré lundi soir. Incendie. Une meilleure nouvelle sur le front des incendies en Corse, l'incendie d'Albertax Haute-Corse est fixé, annoncent les pompiers de Haute-Corse. Le feu qui touche Corté, lui, continue de progresser et a déjà parcouru 260 hectares. Le dispositif sera renforcé demain, au 10e jour de l'incendie. À eux deux, ces incendies ont détruit 644 hectares. Incendie. C'est effectivement un feu qui va très vite puisque selon le titre et le résumé il a pris près de Mérignac et ravage actuellement le Var. Réponse de Thibaut Le Menec France Info. Il y a 0 secondes. Incendie. J'ai l'impression que les gens et certains médias confondent sécurité civile et protection civile, non? Réponse de Thibaut Le Menec France Info. Il y a 0 secondes. C'est bien possible, Olivia Aya.
Tentons d'opérer une distinction aussi claire que possible, la sécurité civile dépend du ministère de l'Intérieur et a pour mission les mesures préventives et les actions visant à protéger la population contre les risques majeurs, écrit la région Bretagne sur son site. La protection civile est une association reconnue d'utilité publique, avec 32 000 bénévoles. Elle se concentre davantage sur l'intervention et le soutien apporté à la population lors de situations de crise et intervient après qu'un événement majeur s'est produit. Réponse de Thibault Lemenec France Info. Il y a 0 secondes et l'hélicoptère jaune et rouge qu'on voit parfois voler, me demanderez-vous. C'est la sécurité civile, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Incendie. Le préfet du Var vient de faire un point de situation à 22h30, avec des précisions sur l'incendie de Pontevet. Entre 300 et 400 personnes ont été évacuées sur les communes de Pontevet, Cotignac, Sillon-la-Cascade, Coran et Montfort-sur-Argent, avec des centres d'accueil mis en place. 800 sapeurs-pompiers sont mobilisés, avec 300 engins, ainsi que 60 gendarmes nationaux. 5 routes départementales ont été fermées. Incendie. Voici des informations supplémentaires, communiquées par le directeur des pompiers du Var. Le feu est parti vers les communes de Coran et Montfort-sur-Argent. En moins d'1 heure, près de 800 hectares supplémentaires ont brûlé. Le directeur des pompiers évoque une véritable guérilla urbaine avec des accès difficiles. Des renforts sont attendus dans la nuit et se rajouteront aux 800 sapeurs-pompiers actuels. Les pompiers estiment qu'ils n'éteindront pas ce feu avant 2 jours, avec la crainte de la journée de jeudi, en raison du vent. Incendie. La préfecture du Var appelle à éviter le secteur et ne pas gêner l'action des secours. Certains habitants de Montfort-sur-Argent ont été appelés à évacuer vers un lieu de rassemblement à Carcey. Alerte France Info. Il y a 0 secondes. Incendie. Selon le dernier message de la préfecture du Var sur X, la commune de Montfort-sur-Argent est menacée par l'incendie qui s'est déclaré à Pontevet. Incendie. Bonjour, la ville de l'Orgue et ses environs sont-ils menacés? Réponse de Thibault Lemenec France Info. Il y a 0 secondes. Bonsoir Crito, très difficile de vous répondre à cette heure. Le directeur des pompiers du Var a précisé que le feu est parti vers les communes de Coran et Montfort-sur-Argent, à quelques kilomètres, sans évoquer l'Orgue. Incendie. Le préfet du Var devait prendre la parole à 22h30 à propos de l'incendie qui a déjà parcouru 1700 hectares et qui se propage très rapidement. Mais en raison de la situation très tendue à Cotignac, cette prise de parole a été reportée. Fermez la fenêtre connexion sans paiement. Sans abonnement. Se connecter. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participez au live. Participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Loi d'urgence agricole. Monique Barbu présentera sa démission d'ici le Conseil des ministres de mercredi. France Info. Loi d'urgence agricole. Monique Barbu présentera sa démission d'ici le Conseil des ministres de mercredi. La ministre a été reçue par le Premier ministre à la mi-journée. Publié le 21/07/2026 20h mis à jour le 21/07/2026 22h. Une temps de lecture, 1 minute. Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, à l'Assemblée nationale, le 24 juin 2026. Thomas Samson AFP. La ministre de la Transition écologique Monique Barbu présentera sa démission au président de la République d'ici au Conseil des ministres prévu mercredi, a appris France Info mardi 21 juillet auprès de l'entourage de la ministre. En poste depuis octobre 2025, la ministre a affiché son désaccord avec le projet de loi d'urgence agricole, adopté définitivement par le Parlement mardi 21 juillet après le vote du Sénat.
Elle a été reçue à la mi-journée par le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon. Dans ma tête, je n'ai pas d'autre option que de remettre ma démission. Soit vous êtes ministre, soit vous n'êtes pas ministre. Aujourd'hui, dans ma tête, je suis partie demain, a dit la ministre lors d'un petit comité mardi soir, auquel Freceinfo a assisté. Concernant le refus, ou non, de sa démission par le président de la République, elle précise, si ma démission est acceptée, je pars. Si ma démission est refusée, ça dépend de ce qui est dit et de comment c'est dit demain. Plus encore que l'article acétamipride, qui laisse la possibilité à l'ANS de réintroduire sous condition ce pesticide, c'est le refus du gouvernement d'en débattre qui pousse la ministre à démissionner, a appris France Inter auprès de son entourage. Sébastien Lecornu s'était pourtant engagé publiquement à ne pas mettre l'acétamimide dans le texte, ajoute cette même source. Le projet de loi prévoit la réintroduction dérogatoire de pesticides. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ANS a ainsi le pouvoir de réintroduire l'acétamipride et le flupyradifurone, interdits en France mais autorisés en Europe. Ces dérogations seront restreintes à une poignée de filières en difficulté, comme la noisette pour l'acétamipride. Initialement, cette mesure ne figurait pas dans la proposition de loi du gouvernement. Elle a été rajoutée par amendement au Parlement et conservée lors de la commission mixte paritaire CMP jeudi dernier. Lundi, le Premier ministre a annoncé qu'il ne comptait pas déposer d'amendement pour supprimer cette dérogation. Elle a été dans la même stupéfaction que les parlementaires sur ce sujet, témoigne l'entourage de Monique Barbu. Sujet suivant. Je voulais qu'elle se taise, je l'ai attrapée par le cou et j'ai serré, les aveux de Cédric Jubillard devant la justice, France Info. Je voulais qu'elle se taise, je l'ai attrapée par le cou et j'ai serré, les aveux de Cédric Jubillard devant la justice après 5 ans et demi de mensonges et de dénégation. Le peintre plaquiste de 38 ans a été entendu par une magistrate de la Cour d'appel de Toulouse le 15 juillet. Lors de cette audition, il a réitéré les aveux formulés auprès de ses avocats et reconnu avoir étranglé son épouse Delphine Ossagel. Publié le 21-07-2026 19h22 mis à jour le 21-07-2026 19h39 temps de lecture, 3 minutes Cédric Jubillard lors de son procès à Albi Tarn, le 22 septembre 2025. Lionel Bonaventure AFP. Il n'aura fallu qu'une question de la juge désignée par la cour d'assises de Haute-Garonne pour que Cédric Jubillard déroule son récit. À peine lui dit-elle « Je vous écoute » qu'il répond « Je reconnais les faits, je reconnais être l'auteur de la disparition de ma femme ». Condamné à 30 ans de réclusion criminelle en première instance pour le meurtre de sa femme Delphine Ossagel, le peintre plaquiste a été entendu mercredi 15 juillet pour la première fois depuis ses aveux formulés dans une lettre à ses avocats. Devant la magistrate, selon le procès-verbal de son audition que France Info a pu consulter mardi 21 juillet, il raconte ce qu'il se serait passé durant la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Il affirme ainsi s'être endormi autour de 22h30, après que Delphine et leur fils aîné sont venus lui faire un câlin dans le lit. Je dormais mal depuis quelque temps, je me réveillais souvent la nuit et j'allais fumer une cigarette pour me détendre car j'étais stressé, explique-t-il. Il ajoute qu'à l'époque, il parlait de divorce avec Delphine, qu'ils vivaient sous le même toit mais que l'ambiance était toxique et nauséabonde. Il dit s'être réveillé vers 1h du matin cette nuit-là. Je suis allé dans le salon et Delphine m'a tout de suite dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» avance Cédric Jubillard. Puis il explique que Delphine lui aurait montré furtivement une photo d'elle un peu sexy avant de l'insulter et de lui lancer « T'es qu'une merde, un toxico de merde, je fais bien de me barrer, personne ne voudra de toi. » C'est ensuite qu'elle lui aurait lancé toujours selon ses dires « Maintenant j'ai plus rien à perdre, je peux te l'avouer, j'en ai trouvé un qui me fait mieux l'amour que toi. » Des propos qui auraient fait vriller Cédric Jubillard. Je voulais qu'elle se taise, dit-il, je l'ai attrapée par le cou et j'ai serré, je disais « Tais-toi, tais-toi, je t'ai en supplie tais-toi. » Il explique qu'à cet instant il a préféré regarder ses pieds pour ne pas croiser le regard de son épouse, à qui il faisait face. Puis que Delphine est tombée, inerte. Il aurait alors répété en boucle « Tais-toi. » Selon son récit, il lui aurait fallu quelques instants pour réaliser qu'il venait de tuer la mère de ses enfants. Il raconte avoir alors été en panique, tétanisé. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que mes enfants voient leur mère comme ça et qu'ils allaient m'en vouloir. À ce moment-là, Cédric Jubillard se dit qu'il faut qu'il la cache. Il aurait alors chargé Delphine sur son épaule et l'aurait déposée dans le coffre de leur voiture, qu'il aurait dans un premier temps fait rouler au point mort, pour éviter de réveiller les voisins. C'est en bas de la rue qu'il aurait démarré le moteur. Je ne savais pas où aller, je n'avais pas d'objectif précis, assure-t-il encore.
Cédric Jubillard précise avoir conduit jusqu'à la route de Cordes-sur-Ciel et s'être rappelé avoir vu des monticules de terreau sur un chantier. Je me suis dit que j'allais la mettre là, affirme-t-il. Il raconte comment il a procédé, avoir déposé le corps, creusé le terreau à main nue comme il pouvait, sans outils, puis l'avoir recouvert avec le terreau des 2 monticules. Je pensais vraiment qu'on allait la retrouver avant, je suis très étonné que ça n'ait pas été le cas, lâche le peintre plaquiste. Il explique être ensuite rentré chez lui, avoir vérifié que les enfants dormaient bien et avoir vu le téléphone de sa femme. Je l'ai pris avec une paire de boots et un manteau à elle et j'ai tout jeté dans la poubelle d'un voisin, à 50 mètres de la maison. Le téléphone de Delphine, qui a borné jusqu'à 7h48 le matin du 16 décembre, n'a jamais été retrouvé. Tout comme sa doudoune blanche. De quelques mots, il raconte avoir réalisé qu'il avait commis quelque chose d'abominable mais s'être enferré dans son mensonge. Toujours devant la magistrate, Cédric Jubillard a aussi donné des informations précises concernant la localisation du corps, où une infime partie des ossements de Delphine Ossaguel ont en effet été retrouvés jeudi, le lendemain de cette audition. Cédric Jubillard a aussi profité de ce moment devant la magistrate pour faire part de son mal-être en détention et de l'angoisse que représente pour lui l'incarcération à l'isolement. Sujet suivant. La jeune actrice Kaylee Hoddle, connue pour ses rôles dans Godzilla, meurt à 18 ans dans un accident de voiture, France Info. La jeune actrice Kaylee Hoddle, connue pour ses rôles dans Godzilla, meurt à 18 ans dans un accident de voiture révélé au grand public grâce à son personnage de Gia. Elle était devenue l'une des rares jeunes actrices sourdes à s'imposer dans une superproduction hollywoodienne. Les autorités évoquent un excès de vitesse comme cause probable de l'accident. Publié le 22/07/2026 minuit une temps de lecture, 1 minute l'actrice Kaylee Hoddle, à l'avant-première du film Godzilla x Kong, The New Empire, à Los Angeles, États-Unis, le 25 mars 2024. Frédéric J. Brown AFP Kaylee Hoddle, actrice américaine de 18 ans vue dans 2 films de la franchise Godzilla, est décédée dans la nuit de lundi à mardi dans un accident de voiture dans l'État américain du Maryland, ont indiqué les autorités, mardi 21 juillet. Conduit par un homme de 19 ans, le véhicule dans lequel se trouvait la jeune femme, aux côtés d'un autre passager, a dévié de la route et heurté un obstacle, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Frederick. Les forces de l'ordre estiment qu'une vitesse excessive a contribué à l'accident. Kaylee Hoddle a été transportée à l'hôpital où son décès a été prononcé, ont précisé les autorités. Le conducteur a été blessé mais ses jours ne sont pas en danger, tandis que l'autre passager a refusé les soins médicaux. L'actrice, qui était sourde, était connue pour le rôle de Gia, personnage de Godzilla vs Kong 2021 et Godzilla x Kong, le Nouvel Empire 2024, s'exprimant en langue des signes. Elle avait été nommée en 2024 pour le Saturn Award de la meilleure performance par un jeune acteur ou une jeune actrice. Ses parents ont réagi à son décès dans des vidéos en langue des signes postées sur Facebook. L'école dédiée aux élèves sourds où la jeune femme étudiait au Texas a déploré sur les réseaux sociaux une perte immense. Nos pensées accompagnent la famille de Kaylee, ses amis, ses camarades de classe et tous ceux qui la connaissaient et l'aimaient, en cette période incroyablement difficile, a écrit l'établissement. L'école appelle aussi à respecter la vie privée de la famille de Kaylee et à s'abstenir de partager ou de spéculer sur les circonstances de l'accident. Sujet suivant. Protoxyde d'azote, rodéos urbains, Free Party. Le Parlement adopte le projet de loi riposte sur la sécurité du quotidien, France Info. Protoxyde d'azote, rodéos urbains, Free Party. Le Parlement adopte le projet de loi riposte sur la sécurité du quotidien porté par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Le texte rassemble une série de dispositions destinées à renforcer l'arsenal répressif face à plusieurs formes de troubles à l'ordre public. Il a été adopté grâce aux voix du centre, de la droite et du Rassemblement national. Publié le 21/07/2026 23h38, mis à jour le 21/07/2026 23h44. Temps de lecture, 1 minute. Ce projet de loi était porté par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ici à l'Assemblée nationale, à Paris, le 21 juillet 2026. Dimitar Dilkov AFP. Le Parlement a définitivement adopté, mardi 21 juillet, le projet de loi riposte sur la sécurité du quotidien, à l'issue d'un vote des députés. Défendu par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ce texte, dont une version de compromis avait été validée la veille en commission mixte paritaire, regroupe un large panel de mesures liées à l'ordre public. Elles vont de l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers, à la création de délits d'organisation et de participation à une free party,
en passant par l'alourdissement des peines pour les rodéos urbains. Après l'adoption au Sénat en début d'après-midi, 351 députés ont voté pour contre 179 à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national a joint ses voix à celles du centre et de la droite pour faire passer le texte face à la gauche unie. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez a salué un texte qui fait le choix de l'intransigeance avec la délinquance sans porter atteinte aux libertés publiques et à l'état de droit. C'est cette fermeté, cette immédiateté qui pourra enrayer le sentiment d'impunité dont jouissent les délinquants, l'impression d'injustice dont souffrent nos concitoyens et la sensation d'impuissance qu'éprouvent parfois les policiers et les gendarmes, a-t-il souligné. À l'inverse, la députée LFI André Torigna a dénoncé des mesures inspirées du programme du Rassemblement national, sapant l'état de droit et les libertés fondamentales, avec un seul objectif, cibler les jeunes, les populations précaires racisées, les gens du voyage. Le RN Michael Taverne a quant à lui fustigé la gauche laxiste, puis le camp macroniste qui, avec ce texte fourre-tout. L'essentiel des mesures du projet de loi du ministre de l'Intérieur a été validé. Seul déconvenu pour le gouvernement, la suppression d'un article visant à renforcer les interdictions administratives de stade, en les étendant notamment à d'autres lieux de rassemblement et dans le temps. Le PS, LR et le RN ont voté pour la suppression. Une autre mesure n'a pas été retenue, qui avait été introduite à l'Assemblée via un amendement de Paul Midi Renaissance, visant à expérimenter la vidéosurveillance algorithmique dans les commerces.